Jean-Baptiste, directeur de la Business Unit Finance et Taxes pour Cegid, et Geoffrey, vous êtes directeur de la division ERP pour Cegid. Alors, je l'ai dit avec de grands mots tout à l'heure, mais je crois qu'on pense tous la même chose dans cette salle. En tout cas, vous, c'est votre conviction que le directeur financier, le DAF, la fonction finance, l'ensemble des directions financières sont aujourd'hui leaders du changement et copilotes de la performance. Geoffrey, comment est-ce que ça s'incarne ? Effectivement, on le ressent bien jour après jour que le rôle du directeur financier et des entités finances ont un rôle vraiment prépondérant dans cette stratégie et d'évolution. Déjà, c'est porté par le marché. Je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un marché avec une vraie dynamique. L'INSEE a annoncé 6% de croissance en 2021. On voit bien que l'ensemble des marchés sont à la relance. Et on a aussi un contexte marché qui fait qu'on évolue rapidement. La manière où on consomme, la manière où on communique, la manière où on travaille, tout ça est très porteur, mais génère aussi beaucoup de pression. Il y a des pressions économiques, des pressions compétitives, concurrentielles, et bien naturellement des pressions financières pour la direction financière avec les actionnaires. Donc on voit bien que la direction financière est au cœur des enjeux, a besoin d'appréhender ces différentes pressions, mais a aussi la capacité d'appréhender, de développer une approche différente. Et on voit de nombreux enjeux, et finalement, à travers les différents engagements que nous avons aujourd'hui avec nos clients, le premier enjeu que nous voyons, c'est ce besoin de créer encore plus d'agilité pour créer de la rapidité, de l'anticipation et donc de la capacité à décider. Ça se traduit comment aujourd'hui avec nos clients? C'est qu'on a par exemple beaucoup de projets actuellement où il y a à la fois sur des grandes entreprises où il y a beaucoup de filiales ou d'organisations, le besoin de rationaliser, de consolider, d'avoir une vue financière, de performance financière beaucoup plus rapide, en temps réel, assez normalisée, et en parallèle, le besoin de donner beaucoup plus de personnalisation, de spécification à chaque entité de manière à être beaucoup plus proche des activités, des métiers, donc d'avoir des workflows beaucoup plus agiles liés au métier. Donc on sent bien qu'il y a cet enjeu d'agilité pour l'organisation, pour les workflows et donc de la manière à appréhender les ruptures de marché ou conquérir de nouveaux marchés. Jean-Baptiste, comment est-ce que toi tu l'incarnes ? La deuxième incarnation qu'on peut avoir autour de ça, hormis l'agilité, c'est bien évidemment l'optimisation financière. Tu l'as évoqué, Laurent l'a évoqué, il y a forcément des optimisations financières à faire. Alors pour nous, l'optimisation de la performance financière, ça veut aussi dire que la clé de ça, c'est la donnée. Donc on y reviendra tout à l'heure avec une conférence de André et de Sylvain sur cette donnée-là. Pour nous, c'est vraiment un élément hyper important parce que c'est ce qui va permettre une analyse poussée en détail des éléments pour alimenter, pour compléter cette performance financière. Alors moi, je prendrais en gros deux exemples. Le premier exemple, je pense qu'il est dans la salle, hein, c'est une société qui est mondiale, 10 pays, une centaine de filiales. Comment assurer la performance financière de la partie trésorerie? Eh bien, ce qu'ils ont mis en place, c'est un système de remontée de tout le cash à travers cette organisation, remonter vers une holding de tête qui sert en gros de banque financière et qui permet d'optimiser au mieux la position de compte, les placements. Et voilà un bon exemple de capacité d'optimiser la donnée financière. Le deuxième exemple qu'on pourrait prendre, c'est bien évidemment, et Laurent l'a évoqué, la fiscalité. Aujourd'hui, hormis la fiscalité nationale, on a aussi une fiscalité locale qui devient de plus en plus importante. On ne parlera pas d'un maquis de la fiscalité locale, mais enfin quand même, il y a énormément de choses. Ça pèse quand même, pour rappel, 55 milliards, donc ce n'est pas neutre. Comment être capable d'identifier, pourquoi pas, les surpaiements, pourquoi pas les facteurs de risque qu'il peut y avoir, et donner des clés à une entreprise pour dire oui, à tel endroit j'ai des surpaiements et donc je peux les traiter et donc optimiser financièrement l'opération. Justement, gestion du risque, c'est aussi le troisième point important hein, pour toi, Jean-Baptiste. Oui, alors la gestion du risque, elle est majeure. Je la compléterai de la mise en conformité. On ne peut pas tellement dissocier la gestion du risque de l'aspect de mise en conformité.
Parce que, alors aujourd'hui, pour également reprendre ce que dit Geoffrey, dans cet élément-là, on est sur un sous-jacent, évidemment, d'interconnexion entre les briques applicatives. Geoffrey parlait de plateforme. Plus on va vers une plateforme ERP, fiscalité, trésorerie, gestion du flux au milieu, plus on a une capacité à voir les informations à l'intérieur, et plus on a une capacité à appréhender ce risque, et plus on a une capacité, évidemment, à le mettre en conformité. Alors, la mise en conformité, si je reprends encore des exemples, assez facilement, la fiscalité. Je me mets avec un logiciel de gestion de la fiscalité en conformité avec la réglementation et j'assure mes obligations fiscales vis-à-vis du législateur et du marché. Le deuxième, et on revient en termes de gestion du risque, c'est par exemple sur la trésorerie. On sait aujourd'hui, vous savez tous, qu'il y a des monnaies qui sont interdites. Il y a des pays avec lesquels on n'a pas le droit de commercer. Il y a des individus avec lesquels il est peu recommandable de commercer, des organisations. Être capable d'identifier à la source les éléments qui sont interdits et qui nous permettent d'être du coup compliance par rapport aux normes françaises, européennes, mondiales, c'est un élément majeur pour les directions administratives et financières. Et qui va l'être de plus en plus. Enfin, il se trouve juste, parce que je l'ai appris hier, discussion avec tribunaux de commerce, grosse offensive du Parlement pour judiciariser le devoir de vigilance, Sapin 2, etc. Et que ça sorte en fait de la responsabilité des tribunaux de commerce avec lesquels on peut toujours discuter, pour aller vers le juge judiciaire, avec lesquels là les choses seront beaucoup plus compliquées, d'où la nécessité effectivement d'être informé en temps réel de ce qui se passe et des évolutions réglementaires. En temps réel et de pouvoir agir dessus. Et dès quelque part, oui, on va dire, d'exonérer la responsabilité de l'entreprise, du DAF, du trésorier par rapport à des opérations comme ça. Oui, on a mis en œuvre les moyens qui permettent de traiter ces sujets-là. Alors, Geoffrey, face à l'ensemble de ces enjeux, la bonne solution, c'est quoi? C'est brique par brique ou c'est la solution globale, end-to-end, comme vous dites? Donc le end-to-end ou le best of breed. Voilà, le meilleur de sa race, c'est ça, best of breed, j'adore cette traduction. Donc on cherche le meilleur des deux mondes. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'approche de nouvelles solutions technologiques doit déjà gommer un certain nombre d'irritants et de lourdeurs. Dans le best of breed, le danger, c'est le silo technologique qui répond à un enjeu, à une problématique au moment clé, mais après, on a du mal à s'intégrer. L'approche globale end-to-end, elle peut être un peu une lourdeur, on le voit dans le monde de l'ERP, une lourdeur de l'ERP un peu monolithique, très, très intégrée. Finalement, nous, ce qu'on cherche à faire et la manière dont on construit nos offres, et on l'a vu avec l'introduction de Laurent sur notre maîtrise du SaaS, de nos différentes technologies, cette approche de plateforme, c'est-à-dire c'est que concentrer le client sur son usage, et les exemples que donne Jean-Baptiste sont très orientés sur l'expérience et sur les usages, voilà, et donc de simplifier, de donner cette agilité, de donner cette ouverture à travers une plateforme globale finance, qui n'est pas exclusif Cegid, donc il doit être capable de pouvoir s'intégrer avec différents types d'acteurs du marché, mais sur lequel on va mettre toute notre expertise finance, notre savoir-faire en législation et en réglementation, notre maîtrise des technologies comme le SaaS et l'intelligence artificielle, de manière à donner aux clients la capacité de s'orienter sur l'expérience, sur l'usage, sur l'ergonomie aussi, la manière de travailler. Ça doit révolutionner aussi. On travaille tous avec des applications nouvelles, donc on doit aussi appréhender, et nos ergonomies sont clés. On le voit bien, on a eu un exemple là, très, très récemment ensemble où on démarrait avec un client dans une consultation très orientée sur l'ERP et très orientée finance. Et plus on a avancé dans la discussion, plus on a réfléchi sur qu'est-ce qu'il cherchait à atteindre en termes de performance financière, en termes d'optimisation. On est rentré dans une discussion de trésorerie et il est parti sur une solution de bout en bout. Cegid, avec la partie trésorerie. Et donc c'est comme ça qu'on essaie de répondre, c'est de lier les deux mondes, de rester le plus ouvert possible, donner de la capacité à appréhender et à anticiper, mais naturellement aussi de simplifier le quotidien parce que l'enjeu c'est l'usage et la capacité à traiter les données. Jean-Baptiste, parce que rien de tel effectivement que de donner des exemples clients autour de cette plateforme finance, d'autres exemples peut-être? Oui. Je compléterai juste avant les exemples, c'est hyper important ce que vient d'annoncer Geoffrey, c'est-à-dire cette fameuse plateforme globale qui couvre tout le périmètre de l'ERP, la fiscalité, la trésorerie, les flux, voire la partie métier quand on est dans le secteur de l'assurance, c'est majeur parce que c'est ce qui va nous permettre d'analyser l'ensemble. Ouais. Alors si on revient sur quelques exemples, le premier que moi je prendrais quelque part c'est grande distribution. Ouais.
alors, très emblématique, évidemment. Ultra challengé. Voilà, ultra challengé, mais là, on est en train de dire ultra challengé parce qu'on pense au 17 mars 2020, où à un moment donné, ça s'est fermé, et là, il y a eu un vrai sujet. Mais la grande distribution avait déjà anticipé ça. Il y avait une transformation de modèle qui était bien avant le 17 mars 2020. Et ça, c'est un élément hyper important dans le métier. Et quand on voyait historiquement qu'est-ce qui se passait en gros, hein, alors je schématise, mais grande distribution, il faisait entre 2 et 3 grosses vagues de commandes dans l'année. Donc je passe une commande, je stocke et je déstocke. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et déjà avant le 17 mars 2020, il y avait un système de flux tendu, un système de je ne stocke pas. Toutes les plateformes de grande distribution ne stockent même plus chez elles, elles stockent à l'extérieur. On se dit, facile. Non, pas facile. En termes de modèle de trésorerie, ça change tout. Si on est capable de faire une prévision tous les ans, un peu la même chose, avec un système comme ça et l'imprévisible qui arrive avec des crises, mon modèle de prévision de trésorerie, il vole en éclats. Ouais. Et donc, comment je suis capable d'apporter de l'agilité à ce client pour qu'il puisse revoir hyper rapidement ses modèles et qu'il puisse anticiper sur l'inanticipable. Et ça, c'est un élément majeur. On peut prendre un deuxième exemple. Il y a pas mal de clients assureurs dans la salle. Alors, le secteur de l'assurance, en plus, est vu comme une vieille dame bien tranquille, voilà, on est sur des éléments assez figés. Mais ça n'existe plus, ça. À un moment donné, quand on dit, vous vous rappelez, le prélèvement à la source, on l'a tous vu sur son bulletin de paye, je prélève à la source. C'était facile pour nous. Sauf que les assureurs, ils se bercent aussi des revenus. Et puis à un moment donné, on s'est aperçu que les assureurs devaient collecter de l'impôt. L'assureur devenait collecteur d'impôts pour la DGFiP, alors que les systèmes d'information n'étaient pas prêts, la culture d'entreprise n'était pas prête. Comment on est capable de faire ça? En redonnant de l'agilité aux assureurs, en étant capable de proposer des solutions qui vont traiter ce sujet-là et qui vont leur permettre, en plus, de répondre à leurs exigences réglementaires et à leurs obligations réglementaires. Et puis si en plus on peut ajouter de l'optimisation financière autour de tout ça, j'avais zappé cet épisode, Jean-Baptiste, passionnant. Mais oui, parce que ça s'est fait sous le radar. Voilà, ça s'est fait sous le radar parce que tout le monde s'est préoccupé de savoir est-ce que sur mon bulletin de paye j'allais avoir bien les sûr, éléments. C'était les grands enjeux. Les grands enjeux et les assureurs avec d'autres grands enjeux. Tout à fait. On pourrait prendre un troisième exemple sur... on a un client, je ne me rappelle plus s'il est dans la salle ou pas, sous-traitant automobile. Sous-traitant automobile. Société en totale transformation, LBO, rentrée de fonds d'investissement, acquisition externe, développement à l'international, création d'usines dans des pays à l'international from scratch. C'est une opération qui change et qui bouleverse l'intérieur total de la société. Et si on revient à la prévision de trésorerie, qui est quand même un élément assez majeur ce matin, ça veut dire qu'il faut être capable d'anticiper, de prévoir tous ces investissements à moyen et très long terme. Et ça, c'est un bouleversement total. Et il faut qu'on ait des solutions hyper agiles pour être capable de les accompagner. Alors, je ne sais pas s'il y a de la sous-traitance aéronautique, pour le coup, dans la salle. J'ai lu un papier, vous ne l'avez peut-être pas... absolument passionnant ce matin dans les Échos sur ce qui est en train de se passer. On a un peu de temps, j'y vais très vite. Vous avez 2 grands donneurs d'ordre, Airbus, Safran. Ils ne sont pas d'accord sur la montée en cadence pour l'année prochaine. Premier point. Et deuxième point, ils demandent, parce que crise des composants, etc., enfin tout ce que vous vivez, ils demandent à leurs sous-traitants de faire des stocks, mais ils n'assurent que le paiement de la moitié des stocks. Donc vous allez faire ces stocks, vous n'avez pas de prévisibilité précise sur ce qui va sortir en bout de chaîne à la fin de l'année prochaine, et c'est à vous d'en assurer la gestion au moins de la moitié de ces stocks. Voilà, on est au cœur des solutions de simulation, j'imagine, que tu peux proposer sur des éléments pareils. De simulation, de prévision, d'anticipation. On dit prévoir le prévisible, c'est possible. Il faut maintenant également qu'on prévoie l'imprévisible. Parce que le grand donneur d'ordre, il ne garantit même pas, effectivement, le business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, elle va engager des fonds, elle va stocker,
sans avoir la possibilité ou la prévisibilité de rentrer de l'argent. Ouais. Compliqué quand même. Hein. Ah, c'est chaud. Compliqué. Il suffit. Et puis c'est pas sur des petits trucs, quoi. Il s'agit de construire des A320. Voilà, c'est pas sur des petits trucs, c'est sur des volumes importants. Et, ouais. Et puis on est parfois dans des sociétés qui sont déjà sous covenant bancaire. Ouais. Donc comment on passe tout ça? Et là, il faut avoir la capacité à faire beaucoup de modèles et générer tous ces modèles prédictibles pour qu'on puisse donner des conseils et des orientations aux entreprises. On peut revenir sur le réglementaire aussi, justement. Comment appréhender, implémenter les solutions qui doivent être conformes aux réglementations? Alors, comment l'implémenter? Le réglementaire, c'est un sujet très fort chez Gide, on l'a compris, hein, qu'on traite de la comptable, de l'ERP avec Geoffrey, de la fiscalité, de la trésorerie, du flux financier, on est dedans. Hein. Le réglementaire, c'est ce qui vous occupe, nous occupe tous les jours, donc ça c'est un point majeur et primordial. Il n'y a pas de solution miracle. Comment on l'implémente? André et Sylvain nous expliqueront comment on fait un peu d'innovation, mais il faut énormément anticiper. On revient à l'anticipation toujours. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis capable de prévoir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser, ça veut dire échanger, ça veut dire étudier, ça veut dire, oui, aussi un peu anticiper les lois de finances. Je reviens à mon exemple des assureurs. Les assureurs sont super contents, il y a une loi de finances tous les ans. Sauf qu'avant, il y en avait une corrective de temps en temps. Maintenant, on en a 2 ou 3. Ouais. Donc, on en a une en novembre. Ouais, elle est corrigée avec celle de janvier. Et puis, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais on a un ramasse-miettes en mars. Donc, du coup, évidemment, comment on fait ça? Ça veut dire qu'il faut 3 fois remettre sur le métier, le travail. Et si on n'a pas des solutions hyper agiles, hyper innovantes pour être capable de faire ça, on ne peut pas. Geoffrey, justement, l'exemple de l'industrie aéronautique est sans doute excellent aussi pour la gestion du rebond. Donc là aussi, c'est quoi les outils, votre réflexion, la proposition faite aux clients autour de cette gestion du rebond? Ce qui est certain, c'est que le rebond passe obligatoirement maintenant par le digital. Je pense que plus que jamais, on a pu. Moi, je crois que c'est McKinsey qui disait que sur les 2 dernières années, on est passé de 30 à 55% d'interactions clients qui sont digitalisées. Donc, ça y est, c'est lancé, on le sait tous. Et par contre, ça change radicalement la manière où on opère et on pilote nos activités. Et finalement, quand on parle de digital et de transformation digitale, c'est le métier. Le digital, il faut le voir plus, et on doit le voir comme un moyen plus que comme un objectif. C'est-à-dire, mais c'est un moyen qui a énormément de capacités. Et finalement, comme vous l'aviez dit en introduction, l'enjeu, c'est vraiment de vous concentrer sur vos métiers, c'est d'avoir l'ensemble des capacités, de l'ouverture qui va vous permettre de vous concentrer sur le métier, qui change radicalement parce qu'il y a cet enjeu autour de la donnée, parce que le rebond passe par la maîtrise de la donnée, alors ce soit bien sûr dans une dimension réglementaire, dans une dimension de sécurité, mais une dimension de valorisation. Plus je vais être capable de valoriser, de comprendre à travers les données les activités de mon marché, mes processus, mes workflows, ma situation financière, la gestion de mon cash, plus je vais être capable d'anticiper, de rebondir et donc d'accélérer. Et donc l'enjeu est là, une nouvelle fois, nous, c'est à travers notre métier, c'est de construire cette plateforme pour vous aider à vous concentrer uniquement et essentiellement sur votre métier à travers la donnée. C'est ça notre métier. Et donc c'est de simplifier, c'est donner cette ouverture, cette agilité. Je pense qu'on a eu un très bon cas client là dernièrement sur un opérateur mobile français qui avait une solution historique en termes de comptabilité client et en termes de recouvrement. Et il a besoin de le faire évoluer. Il avait un acteur en place, un acteur du monde ERP majeur au niveau mondial. Mais avec l'arrivée de la 5G, le développement de nouveaux services, le besoin de gérer à la fois des clients qui sont en B2B et en B2C, il y avait une complexité quand même très très importante. Plus un système d'information d'un opérateur français quand même à large échelle. Donc voilà, il y avait pas mal de difficultés. Et finalement, on est rentré en discussion avec eux, avec nos solutions. Et dans cette approche déjà, bien sûr, sur lever l'enjeu et les problématiques métiers. Donc là, on a montré une profondeur et une richesse fonctionnelle qui est basée sur notre savoir-faire à la fois réglementaire et métier finance. Donc là, on a montré une vraie ouverture en limitant au maximum le développement spécifique. Et puis après, on est rentré sur des discussions complètement différentes sur finalement l'ergonomie. Il y a plusieurs types d'utilisateurs qui vont utiliser cette plateforme. Chacun a sa manière de fonctionner, chacun a son type d'usage, chacun souhaite avoir sa personnalisation. Et on a montré aussi avec notre plateforme cette capacité à s'adapter en fonction des différents
différentes organisations de cet opérateur, notre capacité à s'intégrer. Et enfin, il y a une dimension de scalabilité, de capacité, de traitement de volumétrie importante dans un système d'information très très large. Et là, l'ouverture, notre capacité rapide à se connecter aux différents environnements, aux différentes briques du système d'information, fait que on a répondu à dire finalement, concentrez-vous sur cet enjeu de recouvrement et le lancement de la 5G. On va être avec vous pour simplifier et automatiser cette dimension de process de recouvrement. Ça nous amène au cash, Jean-Baptiste. Alors c'était la phrase de l'année dernière, hein. Il y avait 2 phrases, il y avait T'es en mute et il y avait Cash is king. Voilà. Exactement. Ça reste sans doute les 2 phrases de cette année d'ailleurs. Moins T'es en mute, Moins, mais cash is the real king. Oui, le cash, c'est la partie la plus importante. C'est une des grandes préoccupations des directions financières. Alors, d'autant plus qu'il y a un autre terme, on est cash riche. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du cash sur le marché, il y en a beaucoup. Ouais. Mais il y a une trésorière, une fois, qui a dit c'est pas parce qu'on a beaucoup de cash qu'on doit le dépenser. Absolument. Qu'on doit faire n'importe quoi. Absolument. Et on peut le retenir quand même. C'était pas mal. Je pense qu'il easy money makes stupid decisions. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En tout cas, là, le cash est vraiment très important. Les modèles économiques qu'on avait bâtis sur l'historique, ils ont totalement volé en éclats, on l'a dit tout à l'heure. Avant, on faisait des preuves, c'était simple, il suffisait de reproduire l'évolution historique. Et puis, si on faisait de la croissance, on faisait plus de 5 ou plus de 10%. Si on faisait un peu de décroissance, on ne le disait pas, donc on faisait 0. Mais globalement, c'était ça. Tout ça, ça n'existe plus. Exactement. Aujourd'hui, il faut avoir une approche de la partie cash beaucoup plus pointue, beaucoup plus précise, avec tant des éléments court terme que des éléments très long terme budgétaires. Et ça, c'est un élément important, et Geoffrey et moi, on est là aussi pour ça, c'est que nous, on a une grande annonce à faire, c'est qu'aujourd'hui, on a répondu à ce sujet-là pour les DAF. C'est-à-dire que, en complément de la trésorerie, c'est-à-dire ce que vous appelez, ce qu'on appelle tous des TMS, qui permettent de gérer la trésorerie au quotidien, aller sous 5-10 jours, ou de la trésorerie budgétaire moyen-long terme, on lance aujourd'hui une solution qui s'appelle Cash Forecasting et qui permet de réconcilier ces 2 approches-là. Et qui permet d'avoir, dans une même solution, pour le trésorier, pour la DAF, une visibilité de son cash et court et long terme. Alors, on va me dire que ça existe déjà. Mais tu veux que je te le dise, non, ça existe déjà. Je ne le dis pas, donc je fais tout seul. Donc, oui, ça existe déjà. Ça existe déjà. Ça existe déjà, mais non, pas tout à fait de la même façon. En fait, c'est une méthode qui vient des anglo-saxons, qui est le fameux 13 semaines. Bon, en gros, c'est un trimestre, hein, soyons clairs. Et on a des méthodes de rolling forecast. Et ces analyses 13 semaines glissantes sont hyper importantes pour les entreprises. Et ça, c'est un chaînon manquant qu'on avait. Parce que soit on tordait le TMS pour faire du rolling forecast, soit on avait de la prév budgétaire long terme qui n'était pas non plus hyper bien adaptée. Et aujourd'hui, on a une solution qui permet de gérer ce rolling forecast de façon totalement naturelle. Messieurs, mot de conclusion, Geoffrey. Pour conclure, je pense que c'est le moment. Je pense qu'on a une vraie opportunité ensemble et la volonté de Cegid, c'est de vous accompagner une fois pour trouver cette agilité dans vos organisations, donner encore plus de flexibilité à vos process, effectivement gérer cette performance financière. Avec notre approche plateforme, je pense qu'on est vraiment un acteur assez unique sur le marché avec l'expertise que nous avons. Et donc la question, c'est comment ensemble on va chercher cette simplicité. Je crois que c'est Léonard de Vinci qui disait que la simplicité, c'est la sophistication ultime. Et donc, le digital, c'est aussi ça. C'est allons chercher la sophistication de vos métiers, de vos usages, de vos expériences, de vos fonctions, en cherchant la simplicité. Absolument. Jean-Baptiste. Cette simplicité, aujourd'hui, elle est apportée par le positionnement Cegid. Il y a une offre unique sur le marché. Je suis désolé de le dire aussi ouvertement que ça. Laurent a dit que incontesté. Aujourd'hui, incontestablement, Cegid est le seul à être capable de proposer la totalité de la plateforme sur le marché. ERP, fiscalité, trésorerie, gestion du flux. Le tout dans un système et dans un écosystème unique, cohérent, communicant, pour être capable d'apporter ces éléments-là. Et j'allais dire, et qui s'entend aussi, et en termes de plateforme, comme l'a dit Geoffrey,
et en termes de best of breed, même si le terme n'est pas très joli, ça reste néanmoins une possibilité et une opportunité. Le tout en ne dégradant absolument pas ni la performance de la solution à la contribution de la performance de la direction administrative et financière, et en conservant cette capacité d'agilité complète qui est nécessaire pour vous adapter au contexte réglementaire économique actuel. Merci messieurs, parfait. Vous l'avez dit, hein, Jean-Baptiste, vous l'avez dit Laurent d'ailleurs en démarrant, l'innovation est au cœur de l'ensemble de ces solutions que vous pouvez proposer. Donc on va voir ça tout de suite sur l'écran et puis ensuite on en discutera ensemble.